Je me présente Jamal Lascar, psychologue et professeur en psychologie à Amiens. Et secondairement, ou premièrement, je suis enfant issu de l'immigration marocaine en France. Et c'est à ce double titre que puis même troisièmement, je suis membre de Amiens de Rive, une association franco-marocaine basée à Amiens. Et c'est donc à ces trois titres-là que je suis présent aujourd'hui à cet événement très intéressant, colloque des Marocains du monde, organisé par MDM et puis Al-Wassal. Et en fait, encore un énième colloque, et il y en aura d'autres, tant que ce sera nécessaire, des colloques de réflexion sur la place des Marocains dans le monde, des Marocains du monde. Ce qu'on surnomme la fameuse diaspora marocaine qui s'établit à plus de 5 millions de personnes hors des frontières nationales marocaines. Et donc c'est un colloque riche, très intéressant, c'est un colloque international où la diaspora marocaine et même la communauté marocaine dans son ensemble est présente, c'est-à-dire les Marocains du Maroc, les Marocains d'Europe, d'Espagne, de Belgique, de France, etc., d'Italie. Et le but, c'est toujours de réfléchir à comment travailler la citoyenneté des Marocains du monde dans leur ensemble, leur place à la fois vis-à-vis du Maroc, la nation d'origine, et en même temps leur place dans le pays d'accueil, c'est-à-dire qu'on soit établi en France ou en Espagne, ou en Espagne ou dans un autre pays, mais comment vivre cette double culture, cette double identité, tout en ayant le sentiment d'être le même. Cette biculturalité, cette bicitoyenneté, à la fois s'intégrer dans le pays d'accueil, que ce soit la France ou l'Allemagne, mais en même temps en restant attaché au pays d'origine qu'est le Maroc. السؤال الأول هو أشنو عملنا لتوطيد الروابط بين الجالية والوطن الأم les liens fondamentaux. C'est difficile au niveau de la terminologie, il faut effectivement clarifier la chose, parce que contrat social, moi je pense qu'il en existe déjà un, à l'intérieur par l'intermédiaire de la Constitution marocaine. D'abord, les Marocains à l'étranger ont eux-mêmes participé au référendum en 2011. Puis en second lieu, il y a le plus fondamental, il y a un certain nombre de dispositions qui les concernent. Je prends simplement par exemple l'article 16, où les Marocains résidant à l'étranger sont considérés comme des citoyennes et des citoyens. Le rôle de l'État, c'est de défendre entre autres, leur identité culturelle, mais également préserver leur identité nationale, c'est important. Ils peuvent participer au développement par rapport à la mère patrie, et puis également la nouveauté au niveau de cet article 16, c'est qu'ils sont considérés comme citoyens ici et là-bas. Voilà, bon. Donc la Constitution déjà en elle-même, elle offre pas mal de possibilités et elle détermine en quelque sorte un petit peu le lien qui existe à la fois en termes de devoirs et en termes de droits. Seulement, ce qui reste maintenant, c'est l'application de cette Constitution. Son application de manière démocratique. Il faut l'interpréter d'abord démocratiquement. À titre d'exemple, quand on trouve certains responsables qui nous disent par exemple que dans l'article 17 de la Constitution ne permet pas que les Marocains résidant à l'étranger puissent voter à partir des circonscriptions électorales de l'étranger. Mais là, il y a une confusion. Pourquoi? Parce que le mode au niveau du vote, les circonscriptions, c'est une affaire de la loi organique qui est votée par le Parlement, qui détermine le nombre de sièges. Mais le gouvernement ne va pas, ou bien ceux qui font ce reproche-là, ils ne vont pas se transformer eux-mêmes en cour constitutionnelle pour dire voilà qu'est-ce qui est constitutionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Voilà. Il faut rappeler que d'abord le discours royal est un discours fort qui interpelle pratiquement tout le monde. Tous ceux qui ont un lien quelconque avec la communauté marocaine à l'étranger sont interpellés. Non seulement les divers ministères, les diverses institutions nationales, les partis politiques, les syndicats, la société civile, les familles marocaines, voilà, tout le monde est interpellé. Quand le roi a dit, par exemple, bon, qu'avons-nous fait pour renforcer le lien, les liens fondamentaux avec le Maroc? C'est toutes ces institutions, y compris les familles, etc., qui participent. Également au niveau de... On s'attendait à ce qu'il y ait une feuille de route. On a vu effectivement que le gouvernement, à travers la commission nationale chargée des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, bon, elle s'est réunie. Elle a constitué un comité technique présidé par le ministre des Affaires étrangères. Et on s'attendait, elle s'est donnée comme délai 3 mois. 3 mois sont passés. Enfin, après 3 mois, on n'a pas eu la feuille de route. Qu'est-ce qu'on a eu au niveau du communiqué? La commission a créé 5 sous-comités. Bon, savoir la révision des institutions concernant les Marocains résidant à l'étranger, comment encourager les investissements, comment améliorer l'encadrement, etc. Bon. Mais il y a un certain nombre de thématiques qui n'ont pas du tout été retenues. Comme par exemple, bon, une commission, par exemple, s'agissant de la citoyenneté et de la participation politique. Il n'y en a pas. Un sous-comité, par exemple, qui s'occupe des relations, des conventions bilatérales et multilatérales. Il n'y en a pas. Or, les derniers, ce qu'on a vécu par rapport à l'accord signé avec l'OCDE, etc., montre en fait qu'il y avait la nécessité de le discuter. Il n'a pas été discuté, etc. Bon. Et finalement, jusqu'à présent, à l'heure où on parle, ben, il n'y a aucune mesure qui a été prise. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a eu une mésentente. On sait qu'il peut y avoir une mésentente par rapport aux institutions. Est-ce qu'il faut, surtout la Fondation Hassan II, est-ce qu'elle doit rester dépendante enfin, du gouvernement, ou bien elle doit avoir un statut spécial? Le ministère des Marocains résidant à l'étranger, comment il doit être? Mais tous les autres aspects, et même celui-là, le président de la commission interministérielle, c'est le chef du gouvernement. C'est le chef. Donc il impulse, il arbitre, il permet que des décisions soient prises. Or, jusqu'à présent, rien. Et même dans les communiqués, excusez-moi, mais les communiqués sont un peu trompeurs. Parce que le communiqué, qu'est-ce qu'il dit à un certain moment? Le chef du gouvernement, vous pouvez revenir à ce communiqué, le chef du gouvernement demande à tous les départements ministériels, etc., bon, de hâter l'application des mesures. Et au même moment, on a entendu le secrétaire général du département marocain résidant à l'étranger dire que les mesures ont fait l'objet d'un certain nombre de suggestions qui sont maintenant approfondies, etc. Ça veut dire qu'il n'y avait pratiquement aucune mesure. Et après, quelques jours après, c'est le comité technique lui-même qui a dit, en fait, voilà, on est en train de finaliser, de réfléchir, et lorsque tout sera prêt, on présentera ça à la commission interministérielle. Et on ne sait pas quand, ni rien. Donc, il est absolument nécessaire que le gouvernement soit à la hauteur de l'interpellation royale. Tout le monde attend la nouvelle feuille de route et que des décisions soient prises au niveau institutionnel, au niveau investissement, au niveau politique, au niveau encadrement religieux,
Bref, au niveau de toute les politiques concernant les Marocains résidant à l'étranger. En n'oubliant pas au même moment, on parle évidemment là des Marocains résidant à l'étranger, mais il y a aussi le volet de l'immigration étrangère au Maroc. Là, il existe une stratégie nationale en matière d'immigration et d'asile, mais qu'il faut sauvegarder, qu'il faut vivifier, parce que oui, c'est un autre, mais les choses sont liées, sont intimement liées. Voilà. Au Mandela, tout ce qui se fait, pour nous, sans nous et contre nous.